Bienvenue au karaoké géant, c'est lundi matin. Mais bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et au premier rang, s'il vous plaît, un peu d'attention. J'ai été prof, peut-être comme certains d'entre vous. Bonjour à tous, bienvenue. Je vous remercie d'être présents ce matin. Ça a été un long périple pour ce qui me concerne pour venir. Là, je pensais que les transports parisiens étaient plus efficaces que ça, mais j'ai compati ce matin avec tous ceux qui prennent le RER et principalement le B. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai le sentiment d'être un bestiau. Vous voyez, mais finalement, on est arrivé et c'est l'essentiel. Et tous nos intervenants sont là. Installez-vous tranquillement. Alors, comme on n'est pas très nombreux, j'aurais pas dire ça parce qu'on est enregistré, filmé, donc on fera des coupes. Hein. Mais pour autant, comme on n'est pas très nombreux, ça nous permettra sans doute d'interagir davantage ensemble, parce que c'est toujours un peu frustrant dans les tables rondes, quand on est dans le public, d'entendre des intervenants brillants, évidemment, mais de ne pas avoir la possibilité d'échanger avec eux. Donc là, je vous propose peut-être que cette table ronde soit plus interactive que d'habitude et que vous puissiez, sans attendre nécessairement la fin de l'heure, bien pouvoir poser des questions, vous manifester. Voilà. On va essayer de créer de l'échange. Alors moi je m'appelle Rémi Chal et je suis ici, je suis directeur général d'EdTech France, qui est une association relativement jeune qui fédère l'écosystème entrepreneurial de la filière EdTech française. Et dans une autre vie, une vie où je portais des cravates, j'étais directeur général d'une grande école de management jusqu'à le mois de juillet dernier. Donc je vis moi aussi une forme de transition numérique, comme un certain nombre de ceux qui sont présents aujourd'hui. Alors comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, je vais laisser le soin à nos intervenants de se présenter, en commençant par Fatima Bakhti. Bonjour, ravie d'être présente à la table ronde aujourd'hui. Je m'appelle Fatima Bakhti. Je travaille chez Nokia, je suis ingénieure j'aime rappeler qu'il y a puisque depuis très récemment, tous les métiers sont féminisés, les noms des métiers. Donc allez-y, vous pouvez mettre un E. Donc je suis directrice de transformation globale et mon rôle c'est de transformer et de rendre réelle une vision qui est que dans le monde entier, tous les sites de Nokia soient des hubs d'innovation dans les écosystèmes, travaillent avec les écosystèmes en innovation ouverte, d'une part, et d'autre part, que dans chacun de ces sites, on soit reconnu employeur de choix. Pascal. Bonjour, ravi d'être là également. Donc Pascal Corbel, je suis enseignant-chercheur en sciences du management et je suis vice-président relations entreprises et formation tout au long de la vie. C'est plus cet aspect-là, je pense, qu'on va développer à l'université Paris-Sud. Evelyne Piatoro. Alors moi, je viens de quitter Microsoft après 19 ans et demi là-bas. Presque 20 ans, donc ingénieur de formation également. 5 ans dans la technique, 4 ans de business operations, 5 ans de management, 5 ans de marketing. Donc j'ai eu la chance de faire beaucoup de métiers et d'accompagner beaucoup d'équipes dans les transformations, de me transformer moi et entrepreneur depuis 1 mois maintenant. Voilà, ça fait beaucoup de transformations, tout ça. Donc on a des gens qui transforment les autres, des gens qui se transforment eux-mêmes, et j'imagine qu'en transformant les autres, on se transforme soi-même. Alors la transformation, c'est la transition, c'est transition d'ailleurs qui a écrit, mais on a aussi et surtout parlé de transformation, parce que la transition entraîne une transformation. L'apprentissage tout au long de la vie, c'est pas une notion qui est nouvelle, hein. Pour autant la formation continue existe depuis que la formation existe. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un enjeu particulier, cette question de la formation tout au long de la vie? Peut-être Pascal, puisque c'est dans votre intitulé de poste. Alors, dans le cadre de la transition numérique et puis de l'ensemble des technologies et des changements organisationnels associés, je dirais qu'il y a 2 aspects. Hein. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on va être formé une bonne fois pour toutes pendant 5 ans à l'université et puis qu'après, on aura sa simple expérience professionnelle qui aujourd'hui est capable de dire quel sera le principal langage de programmation dans 20 ans. Donc pour nous, ça a deux implications majeures en tant qu'université. D'une part, au niveau de la formation initiale, ça veut dire qu'il faut former nos étudiants non seulement aux techniques, aux technologies d'aujourd'hui, mais aussi aux fondamentaux nécessaires
pour qu'ils puissent s'adapter à l'avenir. Alors ça tombe bien, c'est plutôt l'orientation d'une université à la base. Donc on a essayé de se professionnaliser. Aujourd'hui, on est quand même aussi heureux de toujours former aux fondamentaux. Puis l'autre aspect, c'est évidemment qu'il va falloir revenir régulièrement en formation. Alors formation sous des formes différentes, évidemment, hein, pas nécessairement assis dans un amphithéâtre, mais forcément revenir à des formes de formation, et donc, comme le nom l'indique assez bien, tout au long de la vie. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus une coupure nette, la formation initiale d'un côté, de temps en temps un peu de formation continue. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment penser les choses comme un continuum, sachant que les personnes vont sans arrêt faire des allers-retours entre le travail lui-même formateur, hein, et des formations plus classiques. C'est une révolution quasiment culturelle pour une université, ça, que de former, pas simplement en initiale, mais de former des gens qui ont déjà été diplômés il y a un certain nombre d'années. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors, je dirais oui et non. Je vais commencer par le non, parce qu'on fait de la formation continue depuis, je ne saurais pas dire, je n'ose pas dire tout le temps quand même, mais ça fait partie très clairement de nos missions. Donc il y a des services de formation continue, il y a d'une part la possibilité de suivre les formations initiales en reprise d'études, et d'autre part des formations spécifiques, diplômantes ou pas. Donc il y a une organisation qui est déjà en place. Et en même temps, oui, parce qu'il faut bien dire que la structure globale d'une université est quand même aujourd'hui avant tout centrée sur l'enseignement initial et la recherche, et que donc, en termes de structure, en termes de capacité à individualiser les parcours, par exemple, on a encore des progrès à faire et nous y travaillons très activement. Alors Fatima, vous êtes aussi dans le cœur du sujet, puisque vous transformez des milliers de collaborateurs. Alors, quels sont les enjeux chez Nokia et quelle forme tout ça va prendre ? Alors effectivement, les enjeux, je dirais que l'innovation elle est galopante et l'innovation, elle apporte des changements dans les outils, des changements dans les façons de faire. Et je dirais que dans l'entreprise, pendant longtemps, on a considéré que l'entreprise, c'était un lieu géographique dans lequel on allait exercer son métier. Mais maintenant, l'entreprise, il faut aussi la considérer comme un espace numérique. Et le numérique nous a apporté des façons de travailler qui ont bouleversé nos quotidiens et donc qui nécessitent, ne serait-ce que pour cet espace de travail numérique, de se former. Alors je dirais trois points essentiels. Déjà, la façon de travailler avec les outils collaboratifs. Il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, on faisait un rapport, on le transmettait à un collègue A, qui le corrigeait, qui amenait ses affaires. Aujourd'hui, le collaboratif, c'est quoi ? C'est qu'on a des plateformes dans lesquelles, en temps réel, on co-crée, chacun partage son information. On est passé à une ère du collaboratif grâce à ces innovations technologiques. Donc ça, c'est des changements. On a également, dans nos façons de travailler, toute la vidéo, toute la façon d'interagir. Au préalable, on allait en réunion, on se déplaçait, on allait se voir, on était en réunion. Aujourd'hui, vous avez l'espace numérique de vidéo, vous vous appelez. Récemment, j'ai vu que des notaires aussi maintenant interagissaient par vidéo. Vous n'avez pas la même interaction. Et enfin, une chose qui est très présente, en tout cas dans les entreprises, de plus en plus d'entreprises, ce sont les réseaux sociaux internes. Bon, on a les réseaux sociaux externes, mais les réseaux sociaux internes permettent d'échanger à une vitesse grand V des opinions, mais également des bonnes pratiques, échanger des informations. Tout ça fait on met en place l'entreprise, un espace numérique qui est tout à fait complémentaire de l'espace physique et par nécessité oblige chacune et chacun à apprendre, à se former, ne serait-ce que sur ces outils et sur ces façons de travailler. Donc innover, c'est utiliser la technologie aussi pour innover dans nos façons de travailler. J'ai l'impression que la technologie, le numérique, c'est à la fois une fin en soi de la formation, c'est-à-dire une acculturation à ces outils nouveaux, pour pas rater un train, et puis également un moyen. C'est-à-dire que ce sont des outils qui permettent d'apprendre de nouveaux métiers, qu'ils soient numériques ou pas. Alors, peut-être Ève Lampia, puisque ID20, vous allez nous en parler, c'est une toute jeune société, elle a quoi, un mois aujourd'hui ?
Voilà. Tout à fait. Donc c'est bon anniversaire. Voilà, Merci. on est à un stade où on compte là en mois. Hein. Voilà, après, on ne comptera plus, mais pour l'instant, on compte en mois. Alors, quelle est justement la mission d'Ideva par rapport à cette transition, cette transformation numérique? Alors, la mission, il y a pas mal de choses. Et il y a effectivement d'abord l'acculturation à la technologie, puisque l'idée, c'est de transmettre que cette technologie, elle n'est pas si compliquée que ça. Qu'en fait, on peut y arriver. Il n'y a pas ces barrières mentales qu'on se met, non, oh là là, trop compliqué pour moi, les outils informatiques, je ne veux pas. Surtout en sortant d'une société telle que Microsoft, qui est un petit peu à la pointe de la technologie. Mais moi, j'ai envie de rembobiner un petit peu et de revenir encore plus tôt. C'est-à-dire que on vit une époque formidable aujourd'hui où on va s'autoriser à changer de métier, on va s'autoriser aussi à changer de carrière. On est très très jeunes là, les jeunes qui sont dehors, ils vont faire leur choix de filière, ils vont faire leur choix d'orientation en seconde, à une époque où on ne sait pas ce qu'on veut. Mon choix à moi de formation, il a été fait parce que mon prof de maths estimait que la tête de classe devait aller en prépa. Et prépa, école d'ingé, et ça allait bien, et ça a déroulé, et me voilà. Et j'ai eu la chance de faire plein de métiers différents. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. C'est plus un tabou. On a de plus en plus de gens qui vont faire leur reconversion dans une même société, et là les sociétés l'autorisent via ce type de formation, et c'est super, mais aussi en sortant des sociétés. On va s'autoriser à changer de métier, à changer de carrière, et on voit des changements de carrière à 180 degrés parce qu'on a choisi une formation, parce que nos parents nous ont poussés, un enseignant nous a poussés, ou par le hasard des choses, on en est arrivé là. Donc voilà, je pense que ça c'est très important de dire aujourd'hui, c'est qu'on s'autorise à le faire. Et on s'autorise à le faire, et on arrive à le faire aussi parce qu'aujourd'hui on a l'information, elle est disponible partout. On peut se former, il y a des vidéos, il y a des contenus absolument exceptionnels. On n'a plus besoin d'être un centre de formation estampillé pour transmettre la connaissance. Donc ça donne aussi une capacité d'accéder à de l'information, d'accéder à des choses beaucoup plus facilement qu'avant. Dans un contexte où, comme Fatima le disait, on a des innovations technologiques qui sont galopantes, hein, j'ai bien aimé ce mot-là, ça va de plus en plus vite, les innovations vont de plus en plus vite, il faut se tenir au courant de plus en plus, former ses collaborateurs sur le tard, il faut les former aussi en les accompagnant un petit peu plus, donc on a on the job, en formation et avec ses pairs, et il faut vraiment leverager tous ces leviers de formation pour les accompagner. Donc il y a également ce niveau-là. Et le dernier niveau que je voudrais citer, c'est aussi cette course à la rentabilité qu'ont les entreprises, cette espèce de course à la productivité, à la rentabilité, qui force le changement aussi dans les habitudes. La suppression de certains postes, je pense aux assistantes, puisqu'on peut tout faire soi-même avec les outils de productivité. Le plus en plus de chatbots qui suppriment toutes ces personnes réelles à qui on pouvait parler. Mais tout ça, ça veut aussi dire que les collaborateurs vont voir leur rôle se transformer. Tous les métiers changent, les métiers évoluent avec beaucoup plus de qualifications. Donc tout ça, il y a un vrai accompagnement à faire, il y a beaucoup d'enjeux humains avec ce que ça veut dire, de sortir de ses acquis, de sortir de sa zone de confort pour apprendre un nouveau métier. Et il y a besoin d'un accompagnement, et c'est là aussi que le rôle du manager est très très important pour favoriser cet accompagnement. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, y compris les emplois. Mais vous comprenez que ça puisse faire peur, parce que vous l'avez dit. Moi, je voyais la semaine dernière au journal télévisé une présentation de l'intelligence artificielle, et arrive un type avec un robot qui dit voilà, c'est celui qui dans 10 ans va prendre votre job. Et souvent, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas vraiment d'explication derrière. Donc est-ce que vous comprenez que tout ça puisse faire peur aux collaborateurs, et que peut-être, c'est vrai qu'on a tous cette opportunité, mais est-ce qu'on l'a vraiment tous? Est-ce que chacun d'entre nous a cette possibilité d'accéder à une formation qui soit à Paris, dans les territoires, qui soit un poste de management ou un poste d'assistante? Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés parfois, et comment les résoudre si elles existent, les uns ou les autres? Je pense que c'est là où l'entreprise a tout son rôle de placer dans sa culture la formation en continu. Alors, ça veut dire qu'on ne fait pas des gaps en disant je fais ça, après pendant 2 ans je m'arrête. C'est de dire que déjà, avoir cette culture de la formation en continu, c'est permettre à chacun
de développer un certain nombre de connaissances, pas forcément des pratiques, mais déjà des connaissances, et puis peut-être aller plus loin sur un certain nombre de sujets pour comprendre l'évolution de la technologie, des métiers, et puis pouvoir, après, décider ou choisir ou finalement être attiré par un certain domaine dans lequel on va peut-être aller se former. Alors, cette culture, la formation en continu, elle doit être au cœur de l'entreprise. C'est presque une obligation de devoir se former. En revanche, c'est un parcours individuel. Deux personnes n'auront pas les mêmes appétences pour certains sujets en fonction de son poste et de l'évolution. Alors, cette formation en continu, nous, on dit que c'est le 70-20-10, hein, ces chiffres-là, 70-20-10. 70, eh bien, on peut changer de poste, pas faire des grands gaps, mais évoluer, changer de poste, accepter en fait de dire je vais tester ce métier-là, ça me plaît, apprendre sur le terrain. Donc 70% de son temps de formation, c'est qu'on apprend sur le tas en fait. Hein, on change de poste et on apprend. Le 20%, c'est apprendre de ses pairs, apprendre de ses collègues, soit être mentoré, soit être coaché, soit assister à une démonstration qu'un collègue va faire sur un sujet qu'il maîtrise. On apprend de ses pairs. Et finalement, il reste 10% de son temps de formation qui sont vraiment des formations formelles où on va aller en classe ou bien en e-learning, apprendre avec une démarche dédiée. Donc, pour revenir au point, donc il y a ces méthodes-là. Et aujourd'hui, individualiser les parcours, c'est fondamental, mais également positionner, encore une fois, le développement personnel comme étant le cœur, un aspect très fort de la culture d'entreprise. Et après, je reviendrai après dessus, mais ça veut dire comment on fait ça? Est-ce qu'on a le temps? J'ai pas le temps. Donc je dirais un des freins à cette évolution, c'est le temps. Et donc en parallèle, c'est pour ça que l'entreprise en parallèle peut mettre en place des démarches pour être plus efficace. Parce que le temps n'est pas extensible. Je me lève le matin, je me couche le soir, il y a un certain nombre d'heures bien figées. Je ne peux pas faire tout ça. Comment je peux faire mon job, me former, etc. Eh bien, nous, dans notre entreprise, on a positionné chez Nokia la formation au cœur, individuelle au cœur de la culture. En revanche, on travaille en parallèle pour essayer de rendre plus efficaces les heures que l'on passe au travail, plus efficace dans les outils. Je vous ai dit, le collaboratif, il n'est pas là pour embêter les gens, il est là pour éviter de perdre du temps sur des choses inutiles. Pas passer 15 ans à attendre que le rapport y revienne, on repart, on revient, on a perdu les corrections, on ne sait plus qui a fait quoi. Ben, il y a des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite. On a aussi proposé des méthodes comme la révolution des réunions. Parce que finalement, chez nous, les personnes passent un temps infini dans des réunions. Très bien. En revanche, quand on demande aux personnes est-ce que ces réunions sont efficaces, est-ce que vous savez pourquoi vous y êtes? Est-ce que vous perdez votre temps? Tout le monde vous dit oh ben non, j'ai une perte de temps. Donc dès qu'un salarié, un collaborateur a l'impression qu'il perd du temps, eh bien en fait on l'autorise à ne pas y aller. Si vous perdez du temps, n'y allez pas. Pourquoi vous y allez? Donc en fait cette démarche, c'est une démarche qu'on appelle Get One Hour Back, qui s'appelle rendre 1 heure aux personnes par semaine, 2 heures, 3 heures. C'est-à-dire que c'est une culture où ne gaspillez pas votre temps si vous pensez que ça ne sert à rien d'être à ces réunions parce que vous n'avez pas de valeur ajoutée là-dessus et que vous apprenez rien, ben n'y allez pas. Et cette heure-là que vous aurez perdue, gardez-la pour vous. Vous avez envie de regarder un petit tutoriel sur l'intelligence artificielle, vous n'avez pas le temps. Vous avez dans votre agenda une réunion d'1 heure qui ne sert à rien, ben vous n'allez pas à la réunion d'1 heure qui ne sert à rien et puis vous faites votre tutoriel sur l'intelligence artificielle. C'est en ça la démarche. Donc, efficacité dans l'entreprise, c'est résultat d'entreprise évidemment, mais c'est également pour soi. Être plus efficace dans la façon dont on travaille pour se rendre du temps à soi et pour pouvoir se développer, parce qu'encore une fois, le développement de chacune et chacun est fondamental pour l'individu, mais aussi pour l'entreprise. Mes yeux sont posés sur une boîte de craie. Je trouve ça drôle, on est dans un amphi hyper moderne, on parle de numérique et il y a encore des craies. Alors justement, Pascal, l'université elle a un rôle pour transformer les individus,
mais c'est aussi une organisation, une université. Alors comment est-ce qu'on fait pour transformer les formateurs, ceux qui vont devenir les transformateurs? Et pour avoir dirigé une école, je sais que c'est pas simple. Et que la résistance au changement, elle existe partout, elle existe évidemment également chez les enseignants. Comment est-ce qu'on gère ce défi-là? Alors, il n'y a pas de méthode miracle, hein, comme en général pour le management des transformations. Je pense que comme beaucoup de choses, il faut avant tout donner envie. C'est-à-dire qu'en fait, là, si je prends l'exemple de mon université, il y a énormément d'initiatives autour des transformations pédagogiques. Ça vient en partie du haut. On a une vice-présidente transformation pédagogique, donc symboliquement, je pense que c'est important. Mais par contre, l'essentiel des initiatives viennent spontanément de quelques enseignants-chercheurs qui sont passionnés de pédagogie, qui essayent d'introduire, d'expérimenter des nouvelles choses et qui ensuite organisent des séminaires, des rencontres pour échanger autour de ces nouvelles expériences pédagogiques. Donc c'est forcément très progressif. Il faut aussi faire attention parfois à ne pas trop tomber trop vite dans les modes. Je me souviens avoir lu au début des années 2000 plein d'ouvrages sur le e-learning. J'étais moi-même persuadé que ça allait révolutionner notre façon de faire. Et finalement, voilà, on voit bien qu'actuellement, les retours sur les fameux MOOC sont quand même plutôt décevants. Donc ça veut dire que oui, bien sûr, il faut bouger, et notamment ce qui est en train peu à peu, et à mon avis, ça c'est un élément structurel, parce que ne serait-ce que les nouvelles générations ont besoin d'être beaucoup plus actives dans leur formation. Donc on va de plus en plus vers des méthodes dites de pédagogie inversée, on va de plus en plus les faire travailler sur des projets et mettre ensuite en perspective, c'est-à-dire amener d'abord la pratique et ensuite la théorie. Donc voilà, ces changements se font et se font progressivement, hein, on aura toujours quelques irréductibles. Alors au passage, les irréductibles, je ne les mettrai pas nécessairement en symbolique sur ceux qui vont encore utiliser la craie. Parce que typiquement, certains collègues, aujourd'hui, reviennent au tableau et à la craie, alors ça peut être un feutre, ou un tableau numérique interactif, mais en tout cas, on voit aussi, moi je suis plutôt PowerPoint, mais néanmoins, on voit beaucoup les défauts des PowerPoint. Tout le monde a basculé sur ce type-là, pas seulement de cours, hein, dans toutes les réunions, etc. Et finalement, on s'aperçoit que prendre la craie et faire une démonstration, par exemple, ça n'a pas du tout le même effet que de l'afficher. Donc, à mon avis, je pense que c'est pour cela que dans ce bâtiment tout récent, on a un tableau tout récent avec des craies. Pas extrêmement utilisé apparemment, mais... Non, c'est propre. Et Eve Lampier, alors quelle est la place de l'humain dans cette transformation? Parce qu'on l'a dit, hein, il y a des PowerPoint, mais il y a encore des craies. Alors est-ce que demain, il n'y aura plus besoin d'humains ou c'est exactement le contraire? La place de l'humain, elle est super importante parce que transformation, enfin, la première chose à dire, c'est cette peur du changement. On a tous peur parce qu'on sort de notre zone de confort, on sort de nos acquis, on a peur de... Et si on n'y arrivait pas, et qu'est-ce que ça veut dire? Et cette transformation numérique qu'on voit aujourd'hui des entreprises, elle est aussi motivée par la peur, puisque les sociétés qui ne vont pas se transformer, quand on regarde les chiffres, et ben, dans 10 ou 20 ans, elles ne sont plus là. Donc il y a cette espèce de menace et d'angoisse par rapport au fait qu'il faut faire quelque chose, mais quoi et comment? Et en même temps, quand on décide de changer et de transformer les métiers, c'est l'angoisse des collaborateurs qu'il va falloir gérer, puisque on va leur demander de changer les manières de travailler, de changer ce qu'ils savent faire, de faire d'autres choses. Et c'est là que toutes ces formations sont super importantes pour les accompagner et leur montrer que c'est possible et que le changement de toute façon se fera tout doucement. Si on pense depuis toujours, là on est en train de vivre la 4e révolution industrielle, mais dès le début, quand on est passé aux voitures à moteur et qu'on a remplacé les chevaux, les premiers cochers, enfin les premiers conducteurs de ces voitures à moteur avaient la place du cocher. Donc il a fallu qu'on s'habitue au fait que bon, il n'y avait plus de chevaux, mais que le conducteur était toujours là, bien placé devant, en hauteur. Puis petit à petit, il est redescendu pour se mettre au bon niveau. Donc les changements, ils vont aussi se faire progressivement quand on sera prêt à les accepter. C'est que le rythme est plus rapide aujourd'hui, sans doute. Fatima, quels outils
concret vous avez mis en place, vous êtes en train de mettre en place pour accompagner cette transition numérique chez Nokia? Alors, chez Nokia, nous, on développe la technologie. Donc, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'ateliers sur la 5G. Donc, nous sommes acteurs de tout ce développement et tout ce déploiement de nouvelles technologies. Donc, chez nous, la transition numérique, ça fait partie de notre ADN. Tous les jours, ça change. Je dirais qu'il y a tous les ans, on a le lot de nouveautés, de nouveaux programmes. C'est organisé avec des agents du changement, avec des adopteurs qui vont commencer à mettre en place une méthodologie qui après vont aider leurs collègues. Je vous ai parlé du 70-20-10. Vous allez toujours trouver des personnes autour de vous qui, eux, ont déjà adopté la nouvelle pratique et qui vont être là pour vous aider. Moi, sur des nouveaux programmes, par exemple, je dis, oh ben tiens, il y a cette nouveauté, je ne connais pas comment ça fonctionne exactement. J'ai eu accès à une petite formation, mais ce n'est pas suffisant. Après, j'apprends sur le tas. Et bien, pour apprendre sur le tas, je sais qu'il y a quelqu'un autour de moi qui s'y connaît mieux et qui va avoir la démarche de m'aider, si je lui demande, et qui le fera avec plaisir. Et donc, en fait, c'est aussi ce travail en équipe. Et je voulais dire, on n'est pas seul. Donc, quand c'est la culture, il ne faut pas être seul, il ne faut pas avoir honte, ni être gêné de demander. Donc, le numérique, la transition pour nous, je vous dis, c'est notre quotidien. En revanche, le changement, la courbe du changement, c'est la même pour tout le monde parce que c'est humain et on est tous des humains dans l'entreprise. Et la façon de l'accompagner, ça va être dépendant de la mise en place justement de tout ce dispositif pour accompagner le changement. C'est pas simple parce qu'il y a des succès et des échecs, il y a des choses qui sont faciles à mettre en place et des choses, c'est pas assez bien expliqué. Les personnes ne comprennent pas pourquoi on le fait et encore le pourquoi est très important. Pourquoi vous me demandez de changer ça? Pourquoi je devrais développer mes compétences sur le machine learning ou sur l'intelligence artificielle? Eh bien, quand c'est accompagné en amont, quand cette vision et cette nécessité est accompagnée, eh bien, on constate que ça va beaucoup plus vite. Donc, l'accompagnement au changement est très important. Et on a une conviction, moi j'en ai une en tout cas, c'est qu'on n'arrêtera jamais de changer. Moi, personnellement, j'ai commencé par un métier de recherche, j'ai fait du développement, de la production, j'ai changé énormément de postes. Ça, c'est à titre individuel. Mais si vous regardez à l'échelle de l'entreprise, quand j'ai commencé ma carrière, on faisait de la 2G, après on a fait de la 3G, la 4G, la 5G. Vous l'avez vu en haut, la 5G, on va faire la 6G après. Ce n'est pas juste une continuité, ce sont des gaps technologiques. Et nos ingénieurs... super, quoi. Ils ont appris, ils ont développé d'autres techniques, ils ont appris des nouveaux domaines parce qu'on n'est pas dans la continuité tranquille, on est dans des sauts technologiques. C'est accompagné et ça fait partie, encore une fois, de la culture. Donc je reviens sur le mot culture. Ça doit être une culture de tout le monde, du manager, dans toutes les strates de l'entreprise. Si vous avez un collaborateur qui vous dit « tiens, j'ai envie de me former sur Azure ou j'ai envie de me former sur l'IA », si vous dites « non, tu ne te formes pas », je considère qu'il y a un problème. Je veux dire « ok, tu gères ton agenda, tu regardes comment tu peux le faire, mais fais-le ». Donc ça aussi, c'est une posture. Parce que la formation et le développement personnel, c'est une valeur pour chacun. Est-ce que les directions des ressources humaines sont mûres pour ces changements? Parce que nous, on est tous convaincus qu'il faut changer, qu'il faut évoluer, qu'il faut avoir des carrières atypiques, des CV atypiques. Et puis souvent, la réalité des directions des ressources humaines, c'est « oh là là, c'est atypique, ça ne va pas ». Prenons quelqu'un qui a eu un parcours linéaire et qui correspond à ce dont on a besoin au moment où on entend recruter. Alors, elles ne sont absolument pas prêtes. Il y a malgré des annonces de bonne volonté, des professions de foi sur on va chercher des CV atypiques, on va encourager les changements. Quand on arrive avec un CV atypique, ça passe pas. En France,
Ça se passe beaucoup mieux aux États-Unis, notamment dans la culture anglo-saxonne. En France, c'est très, très, très compliqué, encore aujourd'hui, malheureusement. On y vient, j'espère qu'on va y venir, mais en tout cas, on n'y est pas encore. Et à contrario, on voit des sociétés qui embrassent ce changement et qui encouragent ce changement, notamment dans ce monde des startups qui est un petit peu plus agile que nos grandes sociétés traditionnelles. Je pense à la société Shine, la startup Shine, qui a annoncé dans la presse la semaine dernière qu'ils donnaient 20% de leur temps à leurs collaborateurs pour qu'ils fassent autre chose. Ils ont supprimé toutes les clauses d'exclusivité dans les contrats pour les pousser dans l'entrepreneuriat au moins à 20% de leur temps. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que ils ont acté, et j'espère que ça va encourager d'autres personnes dans cette voie-là, ils ont acté que on n'est plus exclusif à une société, à une mission, qu'il faut absolument ouvrir les horizons pour être aussi meilleur dans sa mission, parce que c'est en ayant vécu beaucoup de choses qu'on verra, avec la diversité des expériences, qu'on sera plus efficace, qu'on sera meilleur, qu'on s'ennuiera moins, qu'on prendra plus de risques et qu'on aura moins peur, parce qu'on a aussi la problématique inverse de l'employé qui est complètement dépassé, qui n'a pas envie de se former, parce qu'on parle beaucoup des sociétés qui doivent encourager, etc., mais on a aussi les personnes qui ont peur d'y aller. Comment on fait pour les encourager en deuxième partie de carrière à changer, à vivre autre chose, parce qu'ils ont beaucoup de compétences qu'ils vont pouvoir utiliser dans autre chose. Et ça se met en place. Et ça permet aussi d'avoir le choix. Ça permet aussi aux sociétés d'avoir des employés plus agiles qui ne vont pas rester là parce que faute de mieux, mais qui vont rester là parce qu'ils ont envie d'être là. Et ça, c'est vrai, pas que dans le monde du travail. Alors, j'avais promis des interactions, il y a peut-être des questions. Oui, je vous en prie. En fait, c'est une double question parce que, à part la dernière réponse qui est un petit peu disruptive, je vous ai tous trouvé un peu gentils, excusez-moi du terme, mais on parle de transition d'un état A vers un état B, et il y a disruption, c'est un gap, et vous nous dites tous que c'est de la transition qui va se faire en douceur, avec de l'accompagnement au changement, etc. Oui, bien sûr, mais il y a quand même une transition derrière. Alors comment vous faites cette transition qui est un véritable changement avec des nouveaux outils? Et la deuxième question, c'est tout au long de la vie, c'est aussi dès le plus jeune âge. Et ici, start-up pour les enfants, en fait, for kids, la question, qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, parce qu'on est tous adultes et on est tous en train d'expliquer notre cheminement personnel et le vôtre, qui est original aussi. Mais les enfants. Alors, les enfants, c'est peut-être pas l'université qui va pas répondre à la question, mais dès le plus jeune âge, qu'est-ce qu'on va faire pour les préparer? Parce que des cours de 8 heures par jour, 5 jours par semaine, assis en présentiel sur un tableau blanc ou en PowerPoint, ça va pas du tout. Ça va pas du tout à l'ère du numérique, puisqu'on apprend aux enfants comme on apprend aux ordinateurs. On fait du deep learning des enfants, mais on voit bien qu'à un moment donné, ils vont devenir en concurrence avec les ordinateurs. Donc, est-ce que vous avez des pistes? Qu'est-ce qui est prévu pour les enfants? Moi, personnellement, je réfléchis là-dessus, mais... Peut-être simplement, qui êtes-vous, juste qu'on sache pour l'échange? Alors moi, je suis DSI à Ballard, mais en même temps, je mène une réflexion sur la formation, et ma formation militaire à l'origine me montre que quand on s'intéresse aux gens, qu'on les met en situation, on a de bien meilleurs résultats, notamment dans l'échec scolaire qu'on connaît avec les gilets jaunes et autres. C'est des gens, quand on s'intéresse à eux, qu'on les met en situation, ça va tout de suite beaucoup mieux. Pourquoi attendre 20 ans pour faire du sport aux enfants dans des équipes et leur apprendre à prendre le lead? Voilà, par exemple. Alors juste pour les gens qui étaient là à la table ronde précédente, quand on a parlé d'intelligence artificielle, de blockchain, justement, on se disait que c'était un petit peu dommage que les matières comme la musique, le sport, ce ne soient pas des matières qui soient autant valorisées que français et mathématiques, puisque l'exemple qui était donné, c'était quand on a des enfants qui ont des mauvaises notes en français, en maths, on est tous convoqués, mais quand c'est en sport et en musique, il n'y a pas, et c'était dommage. Mais bon, bref. Alors, ça marche, ouais. J'ai envie de réagir à ça en tant que maman. En tant que maman d'enfants qui sont à l'école primaire et en tant que maman qui travaille chez Microsoft, qui va en école d'ingénieur parler d'intelligence artificielle, de cloud, de blockchain, de réalité virtuelle et qui doit ramener des pots de confiture
pour les ateliers. Donc je ne dis pas qu'il ne faudra pas faire de travail manuel, hein, ou bien au contraire. Mais quand je vois, quand je travaille avec une start-up qui veut utiliser de l'intelligence artificielle pour apprendre aux enfants à lire et qui veut disrupter ça en disant je veux supprimer l'illettrisme dans le monde et qu'à côté je vois l'enseignement traditionnel de mes enfants, que je lis que n'importe quelle usine qui aurait le taux d'échec de l'éducation nationale ferait faillite et qu'il ne se passe rien à part un cahier de devoirs numérique, parce qu'il n'y a rien d'autre à l'école, que quand on va proposer des ateliers de code, on me dit mais surtout pas parce que vous êtes chez Microsoft et ça va mal passer. Et effectivement, j'ai eu des commentaires des parents, alors que je suis juste allée faire une intro au code sur un outil qui n'était pas de Microsoft, mais du MIT, sur Scratch. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. La prise de conscience, je pense qu'elle est là, pas à tous les niveaux. Est-ce que j'ai une réponse à vous donner aujourd'hui? Non, sinon que j'ai envie d'en être et que j'ai envie d'y faire des choses. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui en prend conscience. Et quand on a des initiatives comme Startup for Kids, c'est là qu'on se rend compte qu'on est peut-être sur la bonne voie parce qu'il commence à se passer des choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces enfants, on leur fait peur aujourd'hui. J'étais dans une autre table ronde, on parlait d'intelligence artificielle et on a passé 45 minutes à dire à ces jeunes qui avaient entre 14 et 16 ans à quel point c'était génial ce qui était en train de se passer. Et la première question qu'on a eue, c'est oui, mais nous, on n'aura pas de travail. Mais faux, il y en aura encore plus. Enfin, il y en aura plus. C'était aussi là-dessus que je voulais rebondir tout à l'heure. En fait, on a une présentation des choses qui est souvent très anxiogène. Et évidemment, si on veut crisper ou augmenter la résistance au changement, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est-à-dire qu'en gros, on dit si vous ne changez pas, vous n'aurez plus de travail. Ça, c'est un peu crispant quand même. C'est pas le meilleur moyen pour se mettre. Or, si on regarde, on change effectivement tout le temps. Il y a une certaine accélération. C'est sûr, il y a une vague technologique, il y a eu d'autres révolutions technologiques avant. Comparez tous ici dans la salle la manière dont vous travailliez au tout début, alors les âges sont divers, et la façon dont vous travaillez aujourd'hui, le nombre d'outils dont vous avez incorporé le fonctionnement, sans trop de soucis finalement. Parfois on s'énervant un peu devant son PC, ok, mais on a survécu tous. Donc finalement, on est quand même aussi, globalement, l'une des facultés de l'être humain, c'est quand même l'apprentissage tout au long de sa vie. Et donc voilà, il faut peut-être être un peu moins anxiogène. Chaque révolution technologique a supprimé des emplois, en a créé d'autres. Je sais que certains cabinets, pour faire spectaculaire, faire parler de leur rapport, disent 50% des emplois vont disparaître, etc. Effectivement, il y a 4 siècles, les tisserands lyonnais cassaient leur métier parce qu'il n'allait plus y avoir de travail dans le domaine du textile bientôt. Donc ça c'est, voilà, au fil des siècles, on a toujours eu cette peur. Il faut peut-être avoir une vision plus positive, alors sans laisser de côté les aspects critiques. Effectivement, ça veut dire qu'il faut mettre en place dans les entreprises, au niveau public, etc., un certain nombre de choses pour accompagner la transition, parce qu'elle est bien réelle. Et puis, évidemment, ces nouvelles technologies n'apportent pas que du positif, et il faut évidemment traiter aussi les aspects moins positifs. Il ne s'agit pas d'avoir un discours angélique non plus. Mais voilà, il faut peut-être arrêter de se dire il faut changer sinon on n'aura plus de travail. Enfin, d'avoir ce type de message extrêmement anxiogène, on est quand même loin de ça. Je voulais juste rebondir sur les 2 points. Donc effectivement, moi je vous ai apporté un témoignage parce que dans une entreprise comme la nôtre, de haute technologie, on est déjà avec une population, en fait, nous sommes peut-être à 90% des ingénieurs, donc déjà dans la technologie, donc on est déjà dans cette culture. On a parlé tout à l'heure des DRH. Moi, je suis convaincue que le DRH n'est pas la personne qui fait la pluie et le beau temps sur la façon de gérer les gens. Le manager, toute personne qui prend des décisions dans l'entreprise, toute personne est un acteur de ce changement. Donc en fait, je prends l'exemple d'une PME, je connais bien le milieu des PME. Eh bien, la transition numérique, c'est aussi de dire que pendant 20 ans, on a travaillé comme ça avec le fournisseur. Désormais, il faut changer la façon d'interagir avec lui. La personne qui faisait ce métier, eh bien, on remplace le process par un logiciel. Eh bien, toute l'intelligence de l'entreprise, c'est que le manager, le leader, va dire maintenant tu ne fais plus ça. Et
donner et aller dans la chaîne de valeur en disant, plutôt que de perdre du temps à faire ça, puisque maintenant c'est un outil qui le fait, regarde, si tu te formes à ci et ça, tu pourrais faire ça. Donc en fait, on cherche aussi la valeur en disant pour la personne et pour l'entreprise. Et ça, ça se décrète pas. Qui peut définir cette valeur et ce changement? C'est les personnes qui sont dans l'entreprise, c'est les personnes, les décideurs, et c'est ceux qui connaissent parfaitement le métier. Donc, encore une fois, je prends l'exemple personnel, quand vous allez chez un médecin, pendant longtemps, c'était la secrétaire médicale qui prenait les rendez-vous. Désormais, on vous dit, oh non, 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 surtout, prenez Doctolib ou je ne sais quoi, je ne veux pas faire de publicité, mais toute plateforme de prise. Et certainement, il y a une réorganisation dans les cabinets, il y a une réorganisation de la façon dont se fait le travail. Et donc, je reviens sur le rôle essentiel du manager, de tirer vers le haut, je dirais, dans le sens où tout ce qui est transformé par un logiciel, mais de toute façon, le savoir-faire de la personne peut être absolument évolué vers une autre activité dans l'entreprise qui va générer de la valeur pour cette entreprise et pour la personne aussi. Voilà. Donc, je reviens. Et puis sur l'éducation nationale, également, moi j'ai des enfants à l'école et je constate sur les enseignants, vis-à-vis de tous les enseignants que je vois, eh bien, vous avez des enseignants qui sont extrêmement avant-gardistes sur la façon d'enseigner désormais, avec une attitude beaucoup plus participative, etc., des méthodes différentes, et puis d'autres façons d'enseigner qui sont très, très, très classiques, que nous avons connues quand nous étions jeunes et qui forcément ne semblent pas être nécessairement adaptées aujourd'hui. Donc là, je dirais, que fait l'éducation nationale? Est-ce qu'il y a une volonté aussi de transformer ces méthodes? Voilà. On a la chance d'avoir un protagoniste dans la salle qui va pouvoir défendre la maison. Donc, Rémi Lefebvre, Éducation nationale. J'ai été professeur de physique-chimie pendant à peu près 6 ans. J'ai fait collège zone sensible, j'ai fait lycée Bobo, en quittant ma Bretagne. Donc Bretagne, c'est une zone particulière dont je ne parlerai pas, je parlerai de la zone que vous connaissez ici. D'abord, alors évidemment, dès qu'on parle école, il y a toujours un problème, déjà un billet. Il y a des billets dans plein de choses liées à la première, mais il y a des billets aussi avec l'école. C'est déjà que les gens, évidemment, connaissent tous l'école, mais ils connaissent une école qui n'est plus l'école d'aujourd'hui. Et même en ayant des enfants, vous allez forcément porter sur ce que vous apprenez de ce qu'ils font, un regard qui est lié à ce que vous-même vous avez connu. Donc déjà, il y a un biais énorme de ce côté-là. Donc faites attention à ça. Et il y a une deuxième chose, c'est que ici, a priori, on est surtout des cols blancs, et beaucoup de cols blancs ne jouent pas le jeu de la mixité, mettent leurs enfants dans des écoles sélectionnées. À Paris, de toute façon, c'est une catastrophe de ce point de vue-là. Donc en région parisienne, par rapport à la province, c'est bien pire qu'ailleurs. Donc il y a ce problème déjà. Moi, j'ai enseigné première année en lycée Bobo. Lycée Bobo, ça veut dire quoi? Ça veut dire famille très favorisée. Ça veut dire enseignants qui viennent de Paris, qui passent leur journée, qui repartent et qui font un métier tel qu'il a existé depuis très longtemps. Mais ils n'ont pas besoin de changer puisque tout va bien. Tout va bien, donc pourquoi changer? Vous l'avez dit vous-même. Et ben c'est pareil dans les établissements scolaires. Ce qui fait que faites aussi attention quand vous êtes en zone favorisée. Évidemment, si vous voulez voir des profs qui travaillent autrement, allez en lycée professionnel. Allez dans des écoles zones sensibles. Et là, vous allez voir que ces profs-là, ils n'ont pas le choix. Il y a tellement de problèmes qui se posent à eux qu'évidemment, c'est eux qui vont être innovants dans l'enseignement le plus. Et c'est pour ça que, alors que je suis breton et que ça fait maintenant longtemps que je suis ici et j'aurais pu rentrer à la maison, et j'adore la Bretagne, je suis toujours ici, je suis toujours dans des projets un peu différents, mais toujours liés à mon établissement de zone sensible, parce que j'y tiens et parce que c'est là qu'il y a des choses à faire. Et si je réussis là, je réussis vraiment, même si c'est quelques élèves. Là où, dans un bon établissement, je suis désolé, le prof, qu'est-ce qu'il a? Enfin, c'est pas lui qui réussit, c'est les élèves. Ils sont en zone tellement favorisée, de toute façon, je veux dire, même s'il était absent, ils y arriveraient. Donc, voilà pour juste la petite remarque du côté « je défends la maison ». Et donc, pensez aussi quand même à vos choix
au niveau de la mixité, parce que souvent, vous savez, on a une culture politique. Politiquement, on se dit oui, la mixité c'est bien et tout, et puis un jour on a des enfants, et là, il y a le discours qui change brutalement des parents, qui vont dire ah oui mais non, mais là c'est mes enfants, tu comprends, c'est plus la rationalité, c'est les émotions, le cœur qui parle, je peux pas le mettre dans une situation aussi difficile, voilà, il va mourir en classe, enfin bon, bref. Et maintenant, que fait l'éducation nationale? Alors regardez, moi je suis un professeur de physique-chimie, et il se trouve que j'étais un geek étant plus jeune, mais j'en ai pas fait mes études, j'ai choisi l'enseignement, c'est ce que je voulais faire. Et contrairement à ce qu'on pense, l'éducationnel est aussi capable d'innover. Et j'ai été embauché pour développer une application qui s'appelle ELEA, qui est disponible dans l'Académie de Versailles et qui devrait être disponible dans d'autres académies bientôt. Et si vous voulez, c'est comme les MOOC, c'est une application en ligne, mais notre but, c'est pas d'apprendre sans les profs, notre but, c'est pas d'organiser le travail, évidemment, à la maison, ça peut être, mais pas que. C'est en fait de donner à l'enseignant des outils qui vont l'aider à utiliser de nouvelles pédagogies. Donc, vous avez des classes qui sont hétérogènes, ça sert à rien de vous en plaindre toute la journée, c'est comme ça. Vous allez faire avec. Sauf que la technologie peut vous y aider. Vous êtes, par exemple... la classe inversée, c'est quelque chose qu'on ne défend pas particulièrement, donc c'est pas de ça que je vais parler, mais je suis professeur de physique-chimie. J'ai besoin je suis en électricité en 4e, vous voyez, et ils ont fait l'électricité en 5e. Évidemment, j'ai un problème de prérequis. Les élèves ont sûrement oublié une part de ce que j'aurais appris. Je peux leur faire réviser un contenu pré-scénarisé avant ensuite de les mettre au travail avec des expériences, avec du matériel, quelque chose qu'ils peuvent toucher, quelque chose qu'ils apprécient. Vous voyez, je suis dans une autre matière, mathématiques, j'ai pré-scénarisé tout un contenu. Évidemment, moi, j'ai besoin en tant qu'enseignant de passer mon temps avec les élèves qui ont réellement besoin de moi. Donc si tout est pré-scénarisé, les bons élèves ou les élèves qui gazent bien dans cette matière vont se débrouiller sans moi. Et le temps que j'ai libéré, l'outil informatique je peux visualiser sur mon écran l'avancement de chaque élève. Je peux me rendre compte que 5 élèves sont au même endroit, rencontrent la même difficulté. Je vais les réunir près de moi. Je vais plus faire vous savez, une classe à l'ancienne, en mode je suis face à eux, ils sont rangés en bus et en autobus, et puis bon, je déverse le contenu, et puis je leur demande ça va, tout le monde suit, et puis évidemment ceux qui suivent pas n'ont pas envie de me le dire, et ceux qui sont les bons élèves vont me dire oui, puis je suis content, hein, je suis satisfait, c'est oui la réponse, donc tout va bien. Donc là je vois que ça se passe pas bien, donc je vais réunir ces élèves-là près de moi, et je vais leur apporter un complément pour les faire reprendre leur travail. Et les bons élèves, ils m'ont peut-être pas entendu quasiment de l'heure, mais puisqu'ils réussissent, à quoi bon? Je vais être plus efficace grâce à l'outil numérique. Alors, c'est génial. Donc mon travail, c'est ça. C'est génial, c'est génial. Non, gardez le micro. C'est génial. C'est comme ça que ça doit être et je trouve ça super. Maintenant, combien d'écoles sont équipées et combien d'élèves bénéficient de ça? Parce que moi, je n'ai rien vu. Donc, Académie de Versailles, c'est une expérimentation qui a commencé il y a 3 ans. Actuellement, 300 écoles, collèges et lycées de l'Académie de Versailles ont accès à la plateforme. Et il se trouve que, comme on est l'État, il n'est pas évidemment question de leur donner un joujou, hein, même si moi j'en suis le développeur principal. On ne leur donne pas un joujou. Mon travail, c'est de faire en sorte, avec mes collègues évidemment, pas seul, c'est de les former à ces nouvelles pédagogies. Donc en fait, le joujou, c'est juste parce que c'est le seul qui réunit tous les besoins et qu'en fait on le développe avec les professeurs et donc pour remplir le besoin qu'ils ont au fur et à mesure. Mais ils doivent accepter, en fait, l'établissement qui veut rentrer. Donc, il y a toujours, vous savez, des profs qui sont très intéressés, qui rencontrent des problèmes particuliers et tout. Donc, eux viennent. Mais ils sont obligés de motiver 10 de leurs collègues pour qu'on ait une équipe de professeurs sur place à former. Parce qu'on a remarqué que si on en a que quelques-uns et qui rendent compte des difficultés, bah, ça retombe, le soufflet retombe ensuite, même si on a une formation. Donc, il y a cette motivation. Le chef d'établissement doit accorder ce temps de formation. Ce sont des formations lourdes, hybrides, entre présentiel et travail à la maison via une plateforme en ligne, Magister, si vous connaissez, c'est une autre plateforme qui appartient à l'État. Et donc ces professeurs s'engagent vraiment ensuite dans un suivi, c'est-à-dire ils vont avoir un référent local. Ce référent, il travaille auprès de nous. On les rencontre chaque année. Ils ont 3 jours eux-mêmes de formation pour ensuite impulser localement. Puisque le but, c'est évidemment d'avoir une sorte de fonctionnement apprenant, local, entre établissements. Donc évidemment ça prend du temps, mais c'est parce qu'on veut pas juste... Moi je pourrais vous dire aujourd'hui, je donne le joujou à toute l'académie, et puis voilà, je vous donne des beaux chiffres. Non, nous évidemment notre but c'est pas ça, c'est de les obliger à se former, de les former à ces pédagogies-là, de les soutenir dans leur création de contenu, de leur apprendre aussi qu'ils peuvent évidemment, travailler à plusieurs, en collaboration, pour produire ces parcours, et qu'évidemment ils y gagneront du temps, parce que c'est quand même un investissement au départ. Cet investissement, s'il est collectif, il est plus facile. Donc la plateforme permet aussi de partager des contenus sur toute l'académie. Voilà. J'ai répondu à la question. Oui. C'est juste qu'on est très impatient. On a envie que ça aille plus vite.
Comme dans l'entreprise, à l'école aussi, on aimerait bien que ça aille plus vite. Mais j'entends. J'entends et ça me rassure. Enfin, voilà, faut prendre l'identité de ce monsieur, Sharon. Je me permets juste de rebondir parce que sur ce que vous avez dit tout à fait au départ. Et effectivement, nous, au départ, dans nos structures, l'innovation pédagogique venait plutôt des IUT, qui à l'origine avaient un public particulier. Après, avec la sélection, ça s'est un peu inversé, mais ça revient à nouveau. Et là, dans le cadre de la future université Paris-Saclay, il y a une vraie réflexion sur le premier cycle. Là, un autre endroit où il y a beaucoup d'échecs, c'est les premiers cycles universitaires. Et on va avoir deux types de premiers cycles. On va avoir les licences de l'université Paris-Saclay qui seront sélectives, dont le but est de capter des étudiants qui aujourd'hui soit vont en prépa à contre-cœur, soit vont à l'étranger pour échapper au système de prépa à la française, puisqu'aujourd'hui on en arrive là, et pour lesquels finalement on a prévu un cursus assez classique, renforcé, une sorte de double diplôme, mais voilà, il y aura sûrement un peu d'innovation pédagogique, mais effectivement, ce n'est pas tellement cela qu'on va cibler sur l'innovation technologique. Et puis, il y aura une école universitaire de premier cycle Paris-Saclay qui va délivrer aussi des licences, mais aussi les DUT, etc. Et là, on a prévu de l'encadrement renforcé, l'utilisation accrue d'innovation pédagogique pour faire face à cette hétérogénéité, puisqu'on ne les aura pas, évidemment, à côté ou ici. Vous voyez que c'est encore conçu en rang d'oignon, mais ici, il n'y a pas d'hétérogénéité du public. Donc voilà, c'est simplement pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que dans l'université, on a à la fois des personnes qui viennent des lycées bobos, et c'est vrai que les licences de l'université Paris-Saclay ont aussi pour but de faire venir peut-être un peu plus de personnes des lycées bobos, mais on a un public très très large et très très diversifié, et effectivement l'idée c'est de renforcer le côté innovation pédagogique avant tout pour ce public diversifié. Oui, alors ça va, vous m'entendez? Oui, c'est plutôt rebondir et une question derrière les rebondissements. Qui êtes-vous d'abord? Et qui fait... Pardon? Qui êtes-vous simplement pour qu'on sache qui pose la question? Pardon, voilà, je m'appelle Agnès Palais, je travaille à la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Et moi, je suis plus spécifiquement sur le secteur de l'emploi et de l'accompagnement des personnes qui sont en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle, qui est aujourd'hui, depuis quelques années, un secteur à transformation digitale. Parce qu'on a de plus en plus l'exploitation de l'open data sur le matching entre offre et demande. On peut penser aussi compétences prédictives. Et tout autant, je gère une équipe de 15 personnes, dont la prochaine part en retraite à 65 ans. Et comment, et là j'en reviens à la thématique d'adhésion de ces transitions numériques au sein des équipes quand vous êtes manager, comment ces personnes-là les faire adhérer aux changements qui sont les nôtres. Parce que, par exemple, pour vous donner une illustration, la semaine dernière j'étais au conseil régional sur une après-midi job tech, c'est-à-dire toutes les startups ou une bonne partie de la région Île-de-France qui préparent des applis destinées à faciliter la mise à l'emploi, et où on peut se dire d'ailleurs que demain, le travail d'accompagnant professionnel n'existera plus. C'est pas du tout ce que je pense, mais depuis la semaine dernière, je me dis comment je vais vendre à mon équipe l'intérêt de tout ça. Alors on parle du changement, mais moi je vois aussi dans leur réaction les jeux de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on le soulignait, l'entreprise telle qu'elle existe est encore le modèle, et encore un modèle de pouvoir. Voilà. Et encore dans les fonctions qui existent dans la hiérarchie, dans l'organigramme, facteurs de pouvoir et d'identité, on va dire sociale au sein de l'entreprise, que cette transition numérique est de l'ordre de quand même pas mal bouleversée. Donc au-delà de faire adhérer mes collègues sur le service plus efficace qui est rendu par des applis numériques dans leur travail, leur mobilisation sur de la valeur ajoutée et non plus perdre du temps, comme vous le dites, sur des trucs complètement improductifs. Voilà. Je dois aussi préparer ces enjeux de pouvoir auprès d'elles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles vont y perdre en termes de pouvoir et comment on peut compenser ça dans ce paysage-là.
Voilà, ça c'est ma première remarque par rapport à l'adhésion au changement. Je trouvais que cette notion de pouvoir était quand même assez... Enfin, moi je le vis et je l'aborde aussi. Et à côté de ça, il y a la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va laisser toute une frange de population de côté dans tout ça? Parce que quand vous accompagnez des demandeurs d'emploi, même aujourd'hui un serrurier, un charpentier, un menuisier, sa vie professionnelle, même si son niveau est ouvrier, va être impactée par les nouvelles technologies, parce qu'il est serrurier. Il faut quand il fait une intervention le week-end, il faut qu'il corresponde par appli avec son directeur, chef de chantier, je ne sais pas si ça existe en serrurerie, mais voilà. Et donc, toutes ces personnes-là, on voit comment, cognitivement parlant, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Et moi-même, dans mes équipes, j'ai une collègue, on a changé de logiciel il y a 5 ans, elle n'a toujours pas intégré le nouveau qu'on va passer à un autre. Bon. Donc je me dis, ces personnes-là, est-ce que quelque part, dans une partie de certaines générations, parce que je ne parle pas des jeunes qu'on a vus aujourd'hui, pour qui c'est presque naturel. Tout ce dont on parle, c'est une prolongation naturelle cognitive de leur savoir-être même. Et donc je me dis, toute une frange de la population, là, entre, je ne sais pas, 45-50 ans jusqu'à 65, qui est au travail, qui est en reconversion professionnelle ou qui cherche du travail, et comment on fait pour ne pas la laisser de côté, quelque part? Voilà. Bonjour, Marion Fiot, je travaille dans les ressources humaines. Donc je rebondis, j'avais un peu la même question que madame. Alors pas dans l'accompagnement, mais dans l'entreprise, parce qu'effectivement, je vous rejoins complètement sur la formation auprès de ses collègues. Moi, c'est ce que j'ai essayé aussi de développer quand je formais une personne. J'ai essayé de le faire savoir dans l'entreprise, parce qu'on n'est pas obligé d'envoyer une personne une journée en présentiel. Parfois, elle a besoin juste d'un petit bout de formation. Donc c'est intéressant de savoir qui est le référent, ne serait-ce que sur du Excel++, parce que ça peut dépanner pas mal de monde. Hein. On parle de choses basiques, mais c'est ça, finalement. Mais ça marche en fait avec les agents de maîtrise, avec les cadres. Hein. Je reviens sur les CSP. Mais à côté de ça, moi, j'avais de la logistique. Et il y a des tonnages à faire dans la journée parce qu'on a des contrats, que les contrats sont serrés, qu'il faut que les marchandises, elles partent. Donc, à quel moment on dit au préparateur de commande « Mais mon chéri, tu n'as qu'à suivre un MOOC ». Enfin, c'est pas possible, en fait. Enfin, et je rejoins du coup madame, il y a toute une frange de la population, c'est pas qu'elle n'a pas envie, mais c'est que le schéma de nos entreprises françaises, alors je connais pas bien les entreprises des autres pays, mais il y a un schéma économique qui existe, enfin une réalité, et c'est que c'est pas que eux n'ont pas envie, c'est que surtout ils sont sur des métiers difficiles et c'est pas le soir en rentrant qu'ils le feront parce qu'ils sont sur des métiers fatigants où il y a de la pénibilité. Donc voilà, est-ce qu'on pense à ces deux vitesses? C'est pour ça que je voulais intervenir, parce que ça complète. Il y a vraiment, je pense là, un fossé qui est en train de se creuser. Alors, je ne suis pas dans les DRH, donc je ne suis pas experte, mais il me semble que la GPEC, la gestion prévisionnelle des compétences, et il me semble que c'est le rôle de l'entreprise, hein, tout simplement, c'est qu'on le sait. Et je vous dirais, si on doit adapter les plannings, hein, c'est un fait. Donc, encore une fois, ça revient, je dirais, à la responsabilité de l'entreprise, de la filiale, du groupe, du service. Que fait le manager, entre guillemets, ou que fait la direction, ou le chef d'entreprise? C'est à lui d'organiser, et peut-être ou certainement à l'État d'aider cela. Mais pour moi, la GPEC, c'est tout à fait ça. C'est comment j'emmène et comment je l'organise. Et quand vous êtes effectivement à la tâche où vous devez produire un certain nombre de délivrer des choses très concrètes avec un timing concret, c'est pareil aussi en R&D chez des ingénieurs. On n'a pas le temps. Mais justement, je disais en préambule, ça doit être dans la culture, c'est placer la formation au cœur du dispositif, c'est fondamental. Il y en a qui le font plus ou moins bien, mais elle est là. Et après, accompagner les personnes, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Pour moi, ma vision, c'est que la branche, elle a beaucoup de rôle là-dessus. C'est difficile, il faut avoir une vision et il faut essayer d'anticiper. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Et vous parliez des serruriers, moi, naturellement, je me dis, que fait la branche des professionnels des serruriers? C'est là où j'attends vraiment une action forte, à eux de faire des propositions, à eux d'essayer d'anticiper ou de voir ce qui peut arriver, et à eux d'organiser dans la branche des accompagnements.
mais d'anticiper et de donner des perspectives. Moi, personnellement, je ne pourrais absolument donner aucun avis sur ce que va devenir le métier de plombier une fois qu'il y aura les applis, machin. En revanche, je suis persuadée que dans la branche plomberie, il y a des personnes qui peuvent réfléchir et apporter des éléments. Donc on n'est pas seul, et il faut que chacun prenne son bâton de pèlerin quoi, dans son domaine et dans son niveau, un niveau d'expertise et de niveau d'activité, type d'activité, quoi. Donc, complètement en phase avec ce que vient de dire Fatima, je veux juste rajouter un autre axe qui est le développement de nouveaux outils. Encore une fois, que la technologie vient aider. Et on se rend compte qu'il y a aussi énormément d'outils en réalité augmentée. Pour tout ce qui est maintenance assistée et formation par l'expérience, où pour le coup, on va pouvoir apprendre à manipuler des nouvelles machines, apprendre de nouveaux gestes et transmettre aussi un savoir en réalité augmentée. Donc plus besoin de lire un manuel, plus besoin de se mettre devant un écran ou de sortir de la zone de production. On va aussi avoir des outils qui vont permettre de se former sur le site de production avec un dispositif sur la tête, et c'est aussi intéressant d'avoir ce genre de choses. Encore faudrait-il que ce se démocratise, que ce soit connu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils, aujourd'hui, oui, certes, coûtent cher, mais se mettent de plus en plus au niveau des personnes. C'est-à-dire qu'il ne va plus falloir être déjà ingénieur pour pouvoir manipuler ces outils-là. On arrive enfin sur des technologies qui sont plus pratiques, plus accessibles, et de moins en moins chères quand même. Alors, il est 12h15, ça va être peut-être s'il y a une dernière question, observation, remarque, on la prendra. Mais sinon, on a déjà, je vois Sharon qui est prête à me faire des gros yeux. Voilà. Sharon qui organise cet événement Startup for Kids. Vous voyez, elle ne porte pas ce t-shirt par plaisir. C'est une obligation quasi professionnelle. Donc, merci beaucoup, Sharon. Et surtout, merci à Fatima, Pascal et Olympia pour leur participation à cette belle table ronde. Merci à vous pour votre présence et les échanges peuvent se continuer. Merci beaucoup.